Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire de rentrée dédié au document unique d'évaluation des risques. Une évaluation qui est la responsabilité de l'employeur et qui s'inscrit dans le cadre de son obligation générale d'assurer à la fois la sécurité et la santé de ses salariés. Et du coup, il y a forcément un certain nombre de questions qu'il faut se poser avant de le réaliser. Et ça va être l'objet de notre webinaire. Et du coup, c'est Franz qui va prendre la parole et vous expliquer ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Merci Aurélien. Merci. Donc je suis Franz Duboissé, consultant RH, ancien DRH dans divers secteurs comme le service, le commerce, le BTP et autres, et responsable de la hotline sociale au sein de MSP RH pour les entreprises cherchant soutien et accompagnement dans leurs décisions concernant la gestion des ressources humaines. Le thème de ce jour est un document que vous avez obligatoirement entendu parler, mais qui pour la plupart est synonyme d'agacement ou d'interrogation. Reste néanmoins que ce document est tout aussi important que votre bilan ou votre registre du personnel. Voyons ce qu'est le DUERP, puisque ça s'appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels. Appelé aussi document unique, appelé DUR, appelé plein de choses différentes, PIPRAC aussi, mais ça c'est quand on a bien avancé dans le document unique. Bien, alors, s'il veut bien réagir, est-ce qu'un DUR est obligatoire? Eh bien, évaluer les risques au sein d'une entreprise, ce n'est pas un acte récent du tout. Ça date de 1989, puisque l'Europe décide de le généraliser et qu'il a été transposé dans le droit français, puis durci fortement en novembre 2001, suite à un accident qu'on a tous en mémoire, qui est l'accident d'AZF Toulouse, en septembre 2001, où chacun s'est aperçu que dire aux entreprises d'évaluer les risques ne suffisait pas exactement pour éviter les risques, mais qu'il fallait qu'elles les répertorient sur un document écrit et qu'elles s'engagent et mettent en place des plans d'action en fonction de l'évaluation qu'elles ont faite des risques. Du coup, le document unique est la transposition par écrit de l'évaluation des risques imposés par tout employeur par le Code du travail dans son article R4121-1. Le DUR, DURP, comme vous le voulez, est obligatoirement dans toutes les entreprises. Elle est obligatoire dans toutes les entreprises, administrations, associations ayant au moins un salarié. À partir du moment où il y a un salarié dans l'entreprise, on doit mettre en place le DUR. Il doit donc lister et hiérarchiser les risques pouvant nuire à la sécurité de tous les salariés. En ce sens, c'est un inventaire exhaustif et structuré des risques par unité de travail. Donc le DUR doit ensuite préconiser évidemment des actions visant à réduire les risques, voire à les supprimer. En ce sens, c'est un plan d'action. Le DUR doit faire l'objet de réévaluation après chaque action de prévention réalisée et à chaque fois qu'une unité de travail a été modifiée. Il doit également être revu après chaque accident de travail. Le DUR n'est donc pas seulement un outil légalement obligatoire et figé, c'est un élément, et nous reviendrons souvent là-dessus, c'est un élément essentiel de la prévention des risques dans votre entreprise. Donc, c'est un document qui doit vivre. Alors, suis-je tout seul à faire mon petit DUR tout seul comme un pauvre diable? Le document peut être rapidement fastidieux, je dois le dire, à mettre en place et à suivre, mais il est obligatoire. Alors, puisqu'il est obligatoire, c'est l'employeur qui en est responsable. Par ce document, il s'engage face aux institutions. Vous n'êtes pas obligé d'être le rédacteur,
Ça, on est d'accord, mais nous vous conseillons quand même fortement soit d'y participer, soit d'en contrôler le contenu. Mais de toute évidence, le rédacteur doit être connu et reconnu comme étant le monsieur ou madame sécurité de l'entreprise. Ce document reste un outil de prévention. Il est donc utile d'inclure dans cette démarche vos partenaires en matière de sécurité, de santé, afin qu'ils en deviennent eux aussi un magnifique vecteur. La médecine du travail, elle, devrait être un acteur actif de votre DURP si vous y arrivez à leur demander quelque chose. En fonction de vos relations avec votre contrôleur du travail, celui-ci, il peut mettre en place, il peut mettre en contact, il peut vous mettre en contact avec le spécialiste sécurité de l'inspection du travail pour vous aider à réaliser votre DUR. De même, la CRAM, dans sa branche AT, peut venir en soutien. Elle a du personnel pour cela. Les évolutions de la loi ont fait apparaître un nouveau responsable dont la tâche sera d'être le référent en sécurité. Ce référent doit être nommé par l'employeur. Il s'appelle le référent en santé et sécurité au travail. C'est n'importe qui dans l'entreprise. Ce n'importe qui, évidemment, a une appétence certaine pour la sécurité. Son rôle donc sera de repérer, d'évaluer, corriger les risques de l'entreprise et être votre véritable chien de garde sécurité dans votre entreprise. Interlocuteur privilégié, il aura la fonction de mettre en place et de suivre votre DURP. Enfin, vos partenaires sociaux, dont une des compétences est l'hygiène et la sécurité. Alors là, je crie le CSSCT, c'est-à-dire la commission santé, sécurité et conditions de travail, et devront être incorporés dans la démarche, ne serait-ce que, un, parce que c'est leur compétence, deux, ça vous évitera d'être contré et d'avoir tout un tas de contestations de leur part, et trois, ils seront responsabilisés dans cet acte et en seront un excellent vendeur. Mais alors, que dois-je faire? Est-ce que je dois écrire une thèse? Que dois-je faire pour ce DURP? La loi ne définit strictement rien quant à la méthode d'élaboration et la rédaction du DURP. C'est à vous de le faire. Donc, il convient donc de déterminer votre méthode d'évaluation du risque. Cela peut être toute méthode, y compris par exemple le nombre d'AT constatés. Et puis il y en a évidemment, plus il y a de danger sur un site ou sur une cause bien précise. Bien sûr, il ne faut pas baser votre document que sur cette unique méthode, mais elle doit en être la base. Ensuite, c'est la logique qui permettra d'effectuer cette évaluation. Par exemple, le risque machine est inhérent à la machine elle-même parce qu'elle peut être coupante, elle peut être conductrice de chaleur ou toute autre chose. C'est à vous de déterminer la méthode qui vous amène à dire que le risque est de tel niveau et de l'inscrire clairement dans votre document. Cela est de votre ressort et il est difficilement contestable. Votre décision est difficilement contestable. Donc, il vous faut organiser votre support de façon à vous y retrouver facilement. Un vrai conseil qui est ne créez pas une usine à gaz parce qu'elle sera extrêmement difficile à faire vivre. Alors faire vivre, c'est faire en sorte qu'elle soit consultée, qu'elle soit mise à jour, qu'elle soit toujours accessible, en particulier par les contrôleurs qui peuvent débarquer dans votre entreprise. Faites attention à ça. Tentez de catégoriser vos risques. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme grande famille de risques? C'est la chute, l'électrocution, la coupure, la circulation, les risques psychosociaux.
en fonction de votre... Allez, tout cela est lié à votre activité, à les fonctions de votre activité. Et vous devez, d'une manière ou d'une autre, distinguer vos unités de travail. Cela vous permettra évidemment de mieux évaluer le risque. Par unité de travail, on appelle évidemment, on peut parler d'atelier, la fabrication, le conditionnement, le stockage, ça, ou des secteurs d'intervention comme l'administratif, les intervenants sur site, les préparateurs, selon votre activité. Là, c'est vraiment très personnalisé à ce niveau-là. Comment je fais pour repérer et évaluer les risques? Parce que vous êtes le garant de la sécurité de vos salariés, vous devez être en mesure d'évaluer les risques que vous leur faites prendre dans l'exécution de la mission pour laquelle vous les avez embauchés et que vous avez confiés. Alors, ayez toujours en tête que vous avez embauché une personne pour qu'elle fasse un travail. C'est vous qui avez créé votre entreprise, c'est vous qui avez organisé le travail, qui avez mis en place des process précis, acheté et installé des machines. C'est votre entreprise. Aussi, l'argument « je ne pouvais pas savoir » ne peut en aucun cas être retenu. Ainsi, c'est à vous de choisir une méthode d'évaluation aussi. Donc, par conséquent, c'est à vous de choisir une méthode d'évaluation, les risques, les accidents, les incidents survenus, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, et de garder cette logique tout au long du document. Seul, vous ne pourrez pas embrasser l'ensemble des postes parce que vous ne les vivez pas au quotidien. Alors, faites-vous aider par des acteurs qui vous apporteront leur expérience, leur vécu. Pour mémoire, vous recherchez la sécurité de vos salariés. Donc, il est essentiel qu'ils soient acteurs aussi de leur sécurité et donc de les inclure dans la démarche pour une meilleure et les inclure dans cette démarche, c'est la meilleure manière de leur faire prendre conscience des risques. Généralement, un accident relève d'une série de petits détails sans importance qui, assemblés les uns aux autres, amènent à l'accident grave. C'est pour cela qu'il est essentiel de faire l'arbre des causes de chaque accident, c'est-à-dire comment on en est arrivé à l'accident, et parce qu'il faut évidemment apprendre de ces erreurs commises. Alors, les risques peuvent être, et ce qui nous fait dire qu'il ne faut pas sous-estimer les risques. Vraiment, ne sous-estimez pas tous les risques. J'entends déjà des réflexions, mais ces réflexions-là, faites attention parce que les conséquences sont graves à chaque fois. Les risques peuvent être divers. Ce sont des risques liés aux équipements de travail, les risques chimiques, les risques liés aux activités manuelles et au poste de travail. Cela, faites attention, c'est les limbagos, les autres accidents qui sont extrêmement graves au niveau personnel. Les risques liés aux installations électriques, les risques liés à la manutention mécanique, avec les écrasements, la circulation et autres problèmes, les déplacements, les risques liés aux locaux de travail, les risques physiques, les risques incendie, explosion, risques feu que vous connaissez pour certains, les risques sanitaires et les risques routiers à ne pas oublier si vous avez du monde sur la route. Et évidemment, sont apparus les nouveaux risques qu'il ne faut surtout pas négliger. Ce sont les risques psychosociaux qui peuvent toucher toute personne, quelle qu'elle soit. Il faut en être conscient quand vous faites votre document unique que ce risque-là peut apparaître partout. Ne négligez pas ce risque, il est essentiel. Et aussi, on a vu apparaître de nouveaux risques qui sont les risques liés à la Covid, qui auraient dû rentrer, on va le voir dans votre document unique par des mises à jour, et
Maintenant, il va falloir s'y habituer. La canicule, par exemple. Donc, c'est des risques liés, des risques de circonstances, mais qui sont à prendre en compte. Alors, évidemment, évaluer ne veut pas dire agir, et le DURP, c'est un outil au service de la sécurité de vos salariés au sein de l'entreprise, et non une obligation supplémentaire qui vous est imposée. Aussi, cela implique d'avoir des actions pour la sécurité de vos salariés et une certaine sauvegarde de votre responsabilité. Ne négligeons pas ce côté-là. Le DURP vous oblige à faire une démarche d'évaluation des risques encourus dans votre entreprise. Évidemment, le simple fait de repérer ce risque, de déterminer qu'il est faible, moyen, fort, ne va pas le faire disparaître. Aussi, une fois le risque repéré, vous devez tout mettre en œuvre pour le faire disparaître ou tout du moins le réduire au maximum. Cela constituera votre plan d'action en faveur de la sécurité de vos salariés. Vous comprendrez rapidement que repérer un danger et ne rien faire pour l'éviter ou réduire ses impacts serait coupable de votre part et surtout reconnu comme tel par les instances administratives ou judiciaires. Aussi, une fois repéré, vous devrez écrire ce que vous allez faire pour réduire et supprimer le risque évalué. Par contre, il va sans dire que ce que vous allez écrire devra être réalisé. Je vous laisse imaginer les conclusions d'un juge si un accident grave se produit dans votre entreprise alors que vous avez signalé le danger, que vous aviez prévu des actions et que vous avez rien fait. Pour cela, il m'est fréquent quand même de dire que votre DURP sera une véritable armure, mais qui peut évidemment devenir votre point faible si vous n'agissez pas dans le sens que vous avez inscrit dans ce document. Alors, comment savoir ce que mon inspecteur du travail attend? On l'a dit, le DURP n'est encadré par aucun formalisme. Vous pouvez le présenter sur papier ou numériquement, le tout étant qu'il doit être facilement accessible par chacun. Pensez à l'ensemble de vos salariés et réfléchissez à la présentation en fonction des salariés qui sont le plus confrontés au risque. Et on reviendra dessus sur ce point-là, parce qu'il est important. Il faut démontrer que vous avez bien pris en compte le risque encouru. Ça c'est ce qu'attend votre inspecteur. Mais c'est pour cela que dans certaines entreprises, on s'appuie sur les salariés eux-mêmes. Les managers et les opérationnels aussi, les plus distants et les plus néophytes sur des postes de travail, peuvent avoir une vision suffisamment large et avec de la hauteur pour repérer et évaluer efficacement des risques présents, risques que même le salarié qui le subit, qui le prend chaque jour, ne voit plus parce qu'il le prend évidemment chaque jour. Et ce n'est plus un risque pour lui. Il faut mettre en avant le travail de prévention des risques. Donc, chacun sait que toute activité amène son lot de risques. Ça, on est d'accord. Par contre, il vous sera reproché de n'avoir rien fait pour éviter ou de minimiser les conséquences. Donc, on est dans l'adage mieux vaut prévenir que guérir. Et il s'applique exactement dans vos entreprises. De plus, il ne faut pas se cacher, ce document est tout de même un rappel des procédures de sécurité. Il vous sera donc aisé de vous y référer au cas où vous seriez amené à constater des manquements graves de la part d'un salarié.
c'est aussi une base pour soyons clairs, une base de sanctions pour sanctionner un salarié qui ferait n'importe quoi. On l'a vu en jurisprudence, des n'importe quoi de chez n'importe quoi, fait par le salarié lui-même, et ce qui a permis à l'employeur de se dédouaner du risque pris par le salarié qui faisait des choses absolument aberrantes au niveau sécurité, c'est qu'il avait, lui, clairement mis sur papier la problématique sécurité et ce qu'il fallait faire en face pour éviter le risque. Enfin, prenez en compte tous les secteurs, y compris les secteurs qui pourraient être très, très éloignés d'un quelconque risque. Je parlais là de l'administratif, secrétariat ou autre. Le risque majeur dans ces secteurs est, alors, sans conteste, le risque d'harcèlement ou de stress. Tous les secteurs aussi doivent être étudiés, évalués et pris en compte dans votre plan d'action. Ne minimisez pas ces secteurs. C'est sûr qu'il n'y a pas un risque d'écrasement ou de n'importe quoi vis-à-vis du corps, mais il y a un risque véritable sur l'esprit et non le corps, qui a après des conséquences sur le corps. Alors, une fois qu'on a tout mis à plat, les personnes ayant accès au DUR sont particulièrement nombreuses, diverses, parce qu'il y a de nombreux intervenants dans le domaine de la sécurité. Les travailleurs, déjà, parce qu'ils sont les premiers intéressés, les premiers acteurs de leur sécurité. Donc, eux, ils ont plus que besoin d'avoir accès à ce DUR. Le médecin du travail qui, normalement, a dû vous épauler pour la construction de votre DURP et qui en a besoin pour établir sa fiche annuelle. Donc, il vous réclamera ce document pour pouvoir établir sa fiche, sa propre fiche. Les représentants du personnel par le biais des membres de la commission sécurité, conditions de travail, ou les instances qui en tiennent lieu, puisque la CSCT est obligatoire qu'à partir d'un certain nombre de salariés et aussi du CSE. Dans les petites entreprises, c'est l'ensemble du CSE qui a cette fameuse compétence sécurité. Donc, vous avez tout intérêt à les impliquer dans la démarche, comme on a dit tout à l'heure, parce que ça vous évitera, ça rentre dans votre dialogue social, et eux seront plus intéressés à vendre ce DER s'ils y ont participé. Autre acteur, évidemment, les agents de l'inspection du travail, particulièrement sensibilisés à la sécurité. Là, je vous alerte sur le fait qu'il ne serait pas improbable que l'explosion que nous avons connue cet été dans une usine de type Seveso, je crois dans la Creuse, que cet accident n'ait pas déclenché des recommandations des instances supérieures pour qu'ils redoublent de vigilance sur le DURP des entreprises. Généralement, on le constate, à chaque très gros accident, évidemment, il y a des conséquences et un relèvement de l'exigence de la part des inspecteurs sur le problème de sécurité. Et pour les entreprises, le premier problème, c'est le document unique, puisque c'est la source pour eux de repérer les risques encourus dans l'entreprise. Enfin, il y a les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les agents des organismes professionnels de santé, de sécurité, des conditions de travail, qui sont mentionnés dans l'article du Code du travail 46-43-1.
Et en particulier lors des enquêtes suite à un accident de travail ou une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. C'est la première chose qu'on va vous demander si vous avez un accident de travail ou une reconnaissance en cours. Montrez-nous votre document unique. Les occasions sont donc légion pour qu'on vous demande à consulter votre DERP. Donc, il a un tout intérêt à être fait et mis à jour. Parce qu'une fois fait, est-ce que je suis tranquille? Bon, votre DERP est établi, imprimé, numérisé, publié, rendu public. Bon, pour qu'il soit connu de tous. Pour rappel, c'est un outil de prévention au service de chacun, alors il ne doit pas rester caché dans un tiroir. Mais votre travail ne s'arrête pas là. À chaque changement important dans les bâtiments, l'organisation du travail, l'acquisition de nouvelles machines, l'ouverture d'un nouveau service ou l'introduction d'un nouveau process, vous devez en parler évidemment à votre CSE si vous avez un CSE. Mais 2, vous devez procéder à une mise à jour de votre DURP, et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, même si c'est rien passé, chaque année, à date anniversaire, vous devez faire une mise à jour de votre DURP. Cela s'entend puisque après évaluer un risque, vous avez déterminé un plan d'action et que vous l'avez évidemment mis en œuvre, ce plan d'action. Donc, en toute logique, il va falloir évaluer le nouveau risque, le nouveau niveau de risque, et donc modifier en conséquence votre DERP. Pour les entreprises de moins de 50, et en particulier les entreprises à partir de 11 salariés, la mise à jour annuelle est obligatoire. Dès qu'une information intéressant l'évaluation des risques est recueillie, dans le cas de l'existence d'un CSE, le DURP est utilisé pour établir le rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise. Ça fait partie des consultations obligatoires. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, la mise à jour se fait dès qu'une information intéressant l'évaluation des risques professionnels est recueillie ou apparaît. Dès lors qu'il y a une décision d'aménagement importante en modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de conditions de travail. C'est un changement qui est apparu tout à fait dernièrement, en mars 2022, où le législateur a allégé les contraintes vis-à-vis des petites entreprises, des très petites entreprises, ce qu'on appelle les TPE. Pour les entreprises de plus de 50, il y a le programme annuel de prévention des risques, ce qu'on appelle le PAPRIPAC. C'est joli ça. Donc, ce fameux programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, il est totalement associé au DURP. Et aussi, comme le DURP, dans sa forme, il est totalement libre. Ce programme, donc ce plan d'action, fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, y compris les mesures de prévention des effets de l'exposition des facteurs de risque professionnels. Et pour chaque mesure, il va falloir déterminer les conditions d'exécution, les indicateurs de résultats. Je sais pas, il fallait arrêter. Alors on va faire une chose simple, arrêter l'utilisation des cutters à lame non rétractable. L'indicateur de résultat, c'est l'achat, la facture d'achat des fameux cutters à lame rétractable. La note de service, évidemment, obligeant les personnes à utiliser cet outil qui sera rejeté par 80% des personnes qui préféreraient l'ancienne
l'ancien cutter à lame non rétractable et qui se coupait régulièrement. Et enfin, après l'indicateur de résultat, l'estimation du coût de l'opération. Ensuite, il faudra identifier les ressources de l'entreprise qui devront être mobilisées pour chaque action chaque action mise en place. Et enfin, il comprendra le calendrier des mesures mises en œuvre. Donc, je reprends la liste des actions, les indicateurs de résultats, l'estimation du coût, les conditions d'exécution, la personne ou les personnes qui seront concernées et le calendrier de mise en œuvre. Pour les entreprises de moins de 50, ce programme prend une forme beaucoup plus allégée. Il prend une forme de liste d'actions de prévention qui doit être contresignée dans le DURP, ainsi que les mises à jour et cette liste d'actions. C'est plus allégé, mais j'en reviendrai à ce que j'ai dit avant. Attention, vous avez repéré un danger. Votre obligation est de répondre à ce danger, de limiter ce danger. Aussi, vous avez tout intérêt à écrire ce que vous allez faire et à faire ce que vous allez écrire. Bon, une fois que tout ça est fait, est-ce que sa place elle est dans le coffre-fort? Eh bien, votre DURP est réalisé, structuré, mis à jour des dernières pandémies, des différents événements, et ayant un impact sur la sécurité de vos salariés. Et que doit-on faire maintenant? Eh bien, je me permets de rappeler quand même que ce DURP est un outil de prévention. Il fait partie de votre trousse à outils. Et en cas de problème important, il ne faudrait pas que ça pourrait être votre trousse de secours. Ça a été long. Alors, il doit être rendu visible à tous et en particulier à ceux qui sont les plus exposés. Vous pouvez inventer tous les plans d'action possibles et inimaginables, mais si vous êtes le seul à les connaître, vous qui êtes généralement plus à l'abri de tous les dangers que les autres, vous avez perdu beaucoup de temps. Puisque vous avez perdu beaucoup de temps, il faut aller diffuser votre document. Il faut en faire la publicité, d'autant plus que vous y avez passé suffisamment de temps et que vous allez utiliser vos partenaires sociaux pour le faire connaître. C'est dans votre intérêt. Personne ne vous reprochera d'en avoir fait de trop pour la sécurité. Le contraire, par contre, oui. Concernant le partage sur votre serveur d'entreprise, même si c'est là une excellente solution pour la diffusion dans certaines entreprises, cela ne doit pas être l'unique, car le risque est que cette diffusion ne concerne pas toutes les catégories de personnes. Rappelez-vous, qui a accès à un ordinateur, qui a accès au serveur, qui peut consulter sans qu'il soit regardé de travers ce fameux document. Réfléchissez à ça dans votre manière de le partager et de le diffuser. Le tout dernier, pour les nouveaux arrivants, il est nécessaire de leur en faire l'information sur son existence, sur la manière de le consulter. Et ça doit se passer lors de la formation initiale de sécurité, obligatoire lors de toute embauche. Ah oui, c'est vrai. Ça peut être d'ailleurs une grosse partie de votre rapide formation initiale. On ne demande pas de faire une semaine de formation à ce niveau-là, c'est juste une formation initiale, c'est-à-dire découverte des locaux, découverte des sorties de secours, découverte des extincteurs, découverte des gestes à ne pas faire ou à faire, et le document unique qui est un excellent repérage
donc des dangers. Ceci, je rappelle, est obligatoire à chaque embauche. Bon, pas obligatoirement fait, mais obligatoire. Le DUR a de nombreuses et ses mises à jour devront faire l'objet bientôt d'un dépôt dématérialisé sur un portail numérique. Ceci à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises d'au moins 150 salariés, un nouveau seuil qui apparaît, alors qu'on a lutté contre tous les seuils, on a essayé de les harmoniser. Et à partir du 1er juillet 2024 au plus tard pour les entreprises de moins de 150 salariés. Donc, on va voir arriver un décret qui va fixer les dates d'application en fonction des effectifs de l'entreprise. Alors, bon, ça ne nous concerne pas pour l'instant puisque c'est juillet 23 et juillet 24, mais tout de même, c'est à mettre dans vos tablettes. Cependant, la fameuse loi du 31 mars 22 met une obligation nouvelle qui est de conserver les versions successives du DURP. Ça s'applique qu'aux documents qui ont été créés, mis à jour, enfin qui ont été signés à partir du 31 mars 2022. Vous devrez, à partir de ce moment-là, conserver toutes les versions de vos DUR dans un petit coin bien au chaud. Comme ça, ils vous seront demandés le jour où il y a un accident. En gros, l'idée, c'est pouvoir constater que vous avez fait évoluer le risque dans votre entreprise. Évidemment, évoluer vers la baisse. En cas d'accident de travail, c'est démontrer que vous avez tout fait pour l'éviter. Alors, bon, pour conclure, je dirais le risque à ne faire ou à ne pas faire. Pourquoi faut-il prendre au sérieux la réalisation de ce document? Dans un premier temps, l'absence de document unique en cas de contrôle de l'inspection du travail peut être sanctionnée de 1 500 € d'amende et de 3 000 € en cas de récidive. C'est l'application de l'article L 4741-1 du Code du travail. L'entrave portée à la rédaction, c'est-à-dire quelqu'un vous a demandé mais pourquoi nous dans notre entreprise on n'en a pas, et qui en plus l'a écrit, on n'a pas de document unique, et vous dites, ça ne sert à rien. L'entrave portée à cette rédaction et la constitution donc, du fameux document unique peut être, elle, sanctionnée d'une contravention de 5e classe en application du même article. Il faut avoir en tête que de ne pas avoir évalué correctement un danger évitable va relever immanquablement de la négligence. Ce qui veut dire que la judiciarisation de l'accident vous mènera immédiatement vers la faute inexcusable au minimum. Le cas sera encore plus amplifié si vous avez évalué un risque pour le salarié et que vous n'avez pas agi pour minimiser le risque, les conséquences du risque. Pour mémoire, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la responsabilité civile de l'employeur, donc de vous, peut être engagée si la faute inexcusable est reconnue dans un premier temps, comme on l'a vu juste avant, entraînant une réparation du préjudice subi pour la victime. Souffrance morale, physique, esthétique, etc. etc. Donc là, c'est jackpot. Et pour l'employeur, non plus vous en tant que chef d'entreprise et à titre personnel, mais là, en tant qu'employeur, vous aurez une cotisation complémentaire en remboursement de la rente majorée par le fait que c'est une faute inexcusable. Cette rente majorée servie par la sécurité sociale.
autant les accidents de travail, tant qu'ils ne sont pas jugés liés à une faute inexcusable de l'employeur, sont répartis sur l'ensemble d'un secteur ou sont répartis sur l'ensemble d'un secteur politique d'entreprise et sont assez inodores et indolores plutôt pour l'entreprise. Autant là, vous allez payer tout le complément lié à la faute inexcusable. Vous allez les payer évidemment sur les 5 ans, mais ça va immédiatement avoir une influence sur votre taux AT. Idem, donc, si vous avez minimisé un danger dans son évaluation pour éviter des dépenses, ou des remises en cause d'organisation interne, ou tout un tas de petites choses qui fait que, bon, écoutez, ouais, non, bah, c'est pas aussi dangereux que ça. Il peut être debout sur les fourches du Fenwick pour aller voir pourquoi ça coince là-haut. C'est pas grave. Il a l'habitude de le faire. On va pas acheter une cabine et tout. Ça va prendre du temps. On va pas savoir où la mettre, etc., etc. Bon, tout ce que l'on connaît bien. Et donc, vous allez minimiser le danger pour éviter ça. Pas besoin de vous dire, en cas d'accident, la faute inexcusable, elle tombe et tout le reste va tomber aussi. C'est pour cela que nous vous conseillons de prendre le plus grand soin dans la réalisation de ce document, parce qu'il pourra bien sûr vous protéger, mais aussi se retourner contre vous. En termes d'insécurité, l'employeur, sachez-le, est toujours responsable. Ça fait aucun doute là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir rapidement et pour conclure? Dans la majorité des cas, le DERP est une action annuelle. Vous avez, quelle que soit la structure de votre entreprise, un événement impliquant votre organisation interne qui vous amènera peu ou prou à modifier ou mettre à jour votre DERP une fois par an. Le DERP est un outil de prévention. Le salarié en pleine forme, présent à son poste et accomplissant la tâche pour laquelle vous l'avez embauché, est toujours plus productif qu'un salarié absent pour maladie suite à un accident de travail ou maladie professionnelle. Parce que vous avez estimé que la sécurité était un coût de fonctionnement pas toujours utile, voire inutile. Prenez garde et à prendre en compte les nouveaux risques qui émergent dans nos sociétés et dans d'autres sociétés. Le tout premier étant le risque psychosocial. Soyez extrêmement vigilants là-dessus, le harcèlement, stress et autres. Harcèlement en tout genre d'ailleurs. Et le risque épisodique, comme la Covid-21 qui nous est tombée dessus, ou la canicule de cet été. Dans ces deux cas, vous auriez dû entrer dans votre plan d'action ces risques-là et dans votre évaluation et dans votre plan d'action ces deux risques en 2021 et 2022. Surtout en 2021 avec la Covid, vous auriez dû entrer dans votre DERP cette notion de risque avec un risque majeur qui est celui de la contamination. Donc, quelle que soit la solution de mise en place de votre DERP, c'est au chef d'entreprise qui revient la responsabilité de celui-ci. Les délégations de pouvoir à ce niveau sont extrêmement fragiles. Surtout si, par hasard, vous avez refusé des investissements ayant des conséquences directes sur la sécurité des salariés. Le gros investissement c'est pas l'année pour le faire, c'est parce que c'est pas le plus urgent, de toute façon on n'a pas les moyens de le faire. Attention, ce genre de refus met à plat toutes les délégations que vous avez, les délégations de pouvoir que vous avez mis en place avec vos salariés. Sachez-le, elles n'ont que de valeur que si
tout est, si vous avez réellement laissé les pouvoirs à vos salariés, à votre DG, à votre cadre particulier, elles n'ont de valeur que si il avait l'ensemble de des capacités à éviter le risque. Si vous lui avez retiré une de ses capacités, parce que vous en avez décidé ainsi, ça fait tomber et mettre à l'eau l'ensemble de la délégation de pouvoir. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur ce DURP. Merci pour votre attention. J'espère que ce rapide tour d'horizon éveillera des interrogations de votre part. Nous sommes là pour y répondre, mais aussi mon service qui est présent pour y répondre ou vous aider dans la gestion quotidienne de vos salariés, si vous le désirez. Ça fait partie des services que l'on rend dans l'entreprise. Notre prochain webinaire aura lieu le 11 octobre, je crois, à 11 heures. Nous aborderons l'entretien préalable à sanction ou à licenciement. Que dois-je faire avant, après, comment, quelles précautions prendre, que dois-je dire, que dois-je surtout ne pas dire, que puis-je décider pendant cet entretien ou ne pas décider. Voilà, je vous laisse la parole et en particulier la parole à Aurélien.